Je m'appelle Léa Dubois. J'ai 32 ans. Il y a 3 semaines, mes parents se sont levés lors du dîner de leur 40e anniversaire de mariage et ont annoncé devant 30 invités: nous emmenons toute la famille à l'île Maurice la semaine prochaine pour une autre célébration. Tout le monde a applaudi. Ma sœur a poussé un cri de joie. J'ai souri, m'imaginant déjà sous les filaos, bercée par la brise de l'océan Indien. Mes premières vraies vacances depuis des années. Puis, j'ai commis l'erreur de poser une question simple: à quelle heure est notre vol? Mon père m'a regardé comme si je parlais une langue étrangère. Le sourire de ma mère s'est crispé. Et devant chaque invité présent dans la pièce, mon père a déclaré: tu n'as pas besoin de le savoir, Léa. Tu ne fais pas partie du voyage. Il faut bien que quelqu'un reste ici pour s'occuper des enfants. 30 paires d'yeux fixés sur moi. 30 témoins du moment où ma famille m'a signifié que je ne faisais pas vraiment partie de la famille. Mais voici ce qu'ils ignoraient: j'avais un secret. Un projet que je construisais depuis 3 ans. Et ce soir-là, j'ai décidé qu'il était enfin temps de m'en servir. La famille Dubois vit dans une maison bourgeoise en Meulière dans la banlieue chic de Versailles. 5 chambres, un double garage, une pelouse tondue avec une précision chirurgicale. Le genre de maison qui hurle: nous avons réussi, à quiconque passe devant. Mon père, Hubert Dubois, a pris sa retraite il y a 3 ans après avoir été directeur d'une agence bancaire régionale. Ma mère, Françoise, n'a jamais exercé de métier rémunéré, mais elle vous dira qu'elle est plus occupée que n'importe quel PDG, présidant le comité paroissial, organisant des collectes de fonds pour le quartier et entretenant ce qu'elle appelle la réputation de notre famille. Et puis il y a ma sœur, Margot, de 3 ans ma cadette, mariée à Damien Morel, un avocat d'affaires dans un grand cabinet parisien dont elle place le nom dans chaque conversation. Ils ont 2 enfants, Hugo, 5 ans, et Chloé, 3 ans, ainsi qu'un SUV Audi flambant neuf qui trône toujours à la place d'honneur dans l'allée de mes parents. Ma Renault Clio, que je conduis depuis 10 ans, finit toujours garée dans la rue. Léa, déplace ta voiture, disait ma mère dès que je leur rendais visite. Damien ramène l'Audi, et les invités remarquent d'abord ce qui se trouve dans l'allée. Je ne discutais jamais. Je déplaçais simplement ma voiture. C'est ça, le problème quand on est l'invisible de la famille: on finit par ne plus remarquer toutes les petites manières dont ils ont déjà décidé que vous ne comptez pas. La meilleure place de parking, le meilleur siège à table, la façon dont votre mère présente votre sœur aux invités par le titre professionnel de son mari, alors que vous êtes juste Léa, elle nous donne un coup de main. Je travaille comme comptable à temps partiel, principalement pour des clients à distance. Des horaires flexibles, un revenu modeste. Rien d'impressionnant selon les critères des Dubois, mais je ne leur ai jamais parlé de mon autre activité. Celle que j'ai commencée il y a 3 ans, après que ma vie s'est effondrée d'une autre manière. Je ne leur ai jamais dit que j'avais appris à voir. Laissez-moi vous brosser le tableau de ce que signifie donner un coup de main chez les Dubois. Pour le déjeuner de Pâques, j'arrive à 6 heures du matin pour préparer l'agneau. Je dresse la table avec le service en porcelaine de Limoges de ma mère, celui que je n'ai pas le droit d'utiliser, seulement de laver. Je dispose les fleurs, je polis l'argenterie, je coordonne la cuisson de cet accompagnement. Margot arrive à midi dans un pull en cachemire, embrasse tout le monde et s'assoit pour être servie. Pour le réveillon de Noël, c'est la même routine, avec en plus l'emballage de tous les cadeaux que ma mère a achetés parce que son arthrite la titille. C'est curieux comme son arthrite ne l'empêche jamais de jouer au bridge 3 fois par semaine. Pour les anniversaires de mon neveu et de ma nièce, je suis à la fois l'animatrice, l'équipe de nettoyage et la baby-sitter de secours. L'année dernière, j'ai passé 8 heures à gérer la fête sur le thème des chevaliers pour Hugo pendant que Margot allait faire une manucure parce qu'elle avait besoin d'une pause. La seule fois où j'ai demandé si je pouvais, peut-être, sauter un événement familial parce que j'avais une échéance importante pour un client, la voix de ma mère est devenue glaciale: la famille passe avant tout, Léa. Nous faisons tous des sacrifices. Sauf que j'ai l'impression d'être la seule à en faire. Le point de rupture arrive par de petits moments. Comme l'année où j'ai reçu mon cadeau de Noël, un tablier de cuisine avec l'inscription « Meilleure tata du monde » en lettres pailletées. C'est Margot qui me l'a offert. Elle souriait comme si elle avait fait quelque chose de profondément attentionné.
Je l'ai porté. Je l'ai porté chaque fois que je venais pour cuisiner, nettoyer et garder les enfants. Savez-vous quand j'ai réalisé la vérité? Cela m'a frappé un mardi soir ordinaire, alors que je récurais la cocotte en fonte de ma mère après un énième dîner de famille. Je ne me souvenais plus de la dernière fois où quelqu'un m'avait invité quelque part sans s'attendre à ce que je travaille. Il y a 3 ans, ma vie a basculé. Je sortais avec un homme nommé Julien depuis 4 ans. Nous parlions mariage, enfants, avenir. Puis, un soir, il m'a fait asseoir et a prononcé ces mots que je n'oublierai jamais: « Je t'aime, Léa, mais je ne crois plus être amoureux de toi. Tu es juste là. Tu es toujours juste là. Toujours juste là. Comme un meuble, comme le papier peint. » Après son départ, j'ai erré dans un dépôt-vente du centre-ville. Je ne sais pas pourquoi. Peut-être que je cherchais quelque chose pour combler le vide. C'est là que je l'ai vu, un appareil photo réflexe Canon. D'occasion mais bien entretenu, affiché à 180 €. Je l'ai acheté avec de l'argent que j'aurais dû épargner. Je n'en ai parlé à personne. Cet appareil est devenu mon secret. J'ai commencé à photographier les choses que la plupart des gens ignorent. Des femmes âgées aux arrêts de bus, les visages fatigués des agents d'entretien de nuit, les mains calleuses d'un vendeur de marrons chauds. Des gens que la société ne voit pas. De la même manière que ma famille ne me voit pas. J'ai appelé cette série « Les femmes invisibles ». J'ai créé un compte Instagram anonyme. Pas de visage, pas de vrai nom, juste les photos. En 3 ans, j'ai rassemblé 12 000 abonnés. Des gens qui voyaient ce que je voyais, des gens qui comprenaient. Je gardais l'appareil enveloppé dans une vieille écharpe en soie au fond de mon placard. C'était la seule chose que je gardais pour moi. 3 semaines avant la fête d'anniversaire de mes parents, j'ai reçu un email que j'ai failli supprimer en pensant que c'était un spam. Il provenait d'une galerie à Collioure, la galerie Lumière Marine, me demandant si je serais intéressée pour discuter de mon travail. J'ai fixé cet email pendant 20 minutes avant de réaliser que mes mains tremblaient. Mais je n'ai pas répondu. Pas encore. Parce que les bonnes choses n'arrivaient pas aux gens comme moi. Il y a une personne dans ma famille qui me voit vraiment. Elle s'appelle Rose, et c'est la sœur cadette de ma mère. Tante Rose est ce que ma mère appelle la déception de la famille. Elle ne s'est jamais mariée. Elle a suivi sa passion pour la céramique au lieu de trouver un vrai travail. Il y a 20 ans, elle s'est installée à Collioure pour ouvrir un petit café avec un atelier de poterie à l'arrière. Ma mère ne lui a jamais pardonné. Rose a gâché son potentiel, aime-t-elle dire, elle aurait pu avoir une belle vie, mais elle a choisi de jouer avec de la boue. J'appelle tante Rose tous les dimanches soirs depuis 7 ans. Ma mère ne le sait pas. C'est tante Rose qui a vu mes photographies la première. Je lui en avais envoyé une, juste une, pour tâter le terrain, et sa réponse m'a fait pleurer: « Léa, c'est extraordinaire. Tu as un don. » Personne n'avait jamais qualifié ce que je faisais d'extraordinaire. C'est elle qui m'a encouragée à continuer de photographier, de publier. Et c'est elle qui, 3 semaines avant l'anniversaire de mes parents, a dit quelque chose qui a tout changé: « Léa, j'espère que tu ne m'en voudras pas, mais j'ai envoyé le lien de ton Instagram à quelqu'un, un galeriste que je connais à Collioure. Il s'appelle Marc Collin. Il cherche de nouveaux talents. » J'ai failli lâcher le téléphone. Tante Rose, c'est cette galerie qui m'a envoyé un email. Je sais, ma chérie. Il m'a dit qu'il voulait te parler d'une exposition solo. Un silence, mon cœur battait la chamade. Mais c'est réel? C'est une vraie opportunité de carrière? Oui, ça l'est, sa voix était douce mais ferme, et tu le mérites. Tu n'as besoin de la permission de personne pour poursuivre ce que tu aimes. J'ai appris cette leçon tardivement. Toi, tu n'as pas à attendre. Ce soir-là, j'ai répondu à l'email de Marc Collin. Maintenant, laissez-moi vous emmener à la soirée qui a tout fait basculer. Le 40e anniversaire de mariage de mes parents. Une étape importante digne d'une réception, selon ma mère, ce qui signifiait 30 invités, un menu traiteur que j'aiderais à préparer pour économiser de l'argent, et une soirée célébrant les 4 décennies de mariage parfait des Dubois.
La préparation a commencé une semaine avant. J'ai pris 3 jours de congé auprès de mes clients en comptabilité pour aider à l'installation. J'ai commandé les fleurs, des roses blanches et des pivoines selon les spécifications précises de ma mère. J'ai écrit à la main 60 cartons de table avec la calligraphie qu'elle exigeait. J'ai coordonné avec le traiteur, repassé les nappes, poli les verres en cristal de baccarat qui avaient été un cadeau de mariage 40 ans plus tôt. Le jour de la fête, je suis arrivée à 7 heures du matin. Je portais un jean et un t-shirt parce qu'il n'y avait aucun intérêt à s'habiller alors que j'allais être en cuisine pendant les 10 prochaines heures. À 18 heures, la maison était parfaite. Des bougies brillaient sur chaque surface. La table à manger s'étendait à travers le salon, dressée pour 30 avec la plus belle vaisselle de ma mère. Je m'étais changée pour une simple robe noire. Rien d'extravagant, rien qui n'attire l'attention. Léa. La voix de ma mère m'a rattrapée dans le couloir. Elle m'a toisé de haut en bas en fronçant les sourcils. C'est ça que tu portes? C'est noir. Je pensais que c'était approprié. C'est correct, je suppose. Reste juste à l'arrière-plan. Aujourd'hui, c'est la journée de ton père et la mienne. J'ai hoché la tête. Je hochais toujours la tête. Les invités ont commencé à arriver à 19 heures. Les hommes en veste, les femmes en robe de cocktail, d'anciens collègues, des amis de la paroisse, des voisins dont les pelouses étaient aussi impeccables que la nôtre. 30 personnes qui pensaient connaître la famille Dubois. Aucun d'entre eux ne me connaissait vraiment. Et dans 3 heures, cela n'aurait plus d'importance. Margot est arrivée à 19h15, parfaitement synchronisée pour un impact maximal. Elle a franchi la porte d'entrée dans une robe portefeuille rouge, annonçant à qui voulait l'entendre qu'elle était signée d'un grand créateur, avec Damien derrière elle dans un costume gris anthracite et leurs 2 enfants habillés comme des modèles de catalogue. Ma mère s'est précipitée pour l'embrasser, s'exclamant sur sa beauté, sur l'élégance de Damien, sur la perfection de ses petits-enfants. J'observais la scène depuis le seuil de la cuisine, tenant un plateau de verrine. Tout le monde, vous vous souvenez de ma fille Margot et de son mari Damien? A annoncé ma mère à la cantonade. Damien est associé dans un cabinet prestigieux. Nous sommes si fiers. Applaudissements, sourires, félicitations. Ma mère n'a jamais mentionné que c'était moi qui faisais la déclaration d'impôt de Damien depuis 3 ans, gratuitement, naturellement. J'ai circulé avec les amuse-bouches, rempli les verres de vin, répondu aux questions des invités qui ne me reconnaissaient pas. Vous faites partie de la société de traiteurs? M'a demandé une femme en tendant la main vers un toast au crabe. Avant que je puisse répondre, ma mère est apparue. Oh, c'est Léa, mon autre fille. Elle nous aide ce soir. La femme a souri poliment et s'est détournée. Ma mère n'a rien remarqué. Elle ne remarquait jamais rien. À un moment donné, Damien s'est approché de moi avec Chloé qui s'agitait dans ses bras et Hugo qui tirait sur sa veste. Et, tu peux les prendre? Margot et moi devons faire le tour des invités. Pas de, est-ce que ça t'ennuierait? Pas de, merci, juste, tu peux les prendre? Comme si on me tendait des bagages. Je les ai pris. Je leur ai fait dîner dans la cuisine. J'ai essuyé le visage de Chloé quand elle a renversé du jus sur sa robe. J'ai raconté 3 histoires à Hugo pour l'empêcher de courir dans le salon et de perturber la fête. Quand je suis enfin ressortie, le dessert était servi. Je n'avais rien mangé de la journée. Personne n'avait pensé à me réserver une assiette. L'annonce est tombée à 21h, juste après le service de la Charlotte aux fraises. Mon père s'est levé, tapotant son verre de champagne avec une fourchette. La pièce est devenue silencieuse. 30 visages se sont tournés vers lui avec des sourires impatients. Françoise et moi voulons vous remercier d'être ici ce soir, a-t-il commencé, la voix chaleureuse d'un charme répété. 40 ans de mariage, 4 décennies à construire cette famille, cette vie, cette maison. Ma mère rayonnait à ses côtés. Margot a pris la main de Damien. Je me tenais près de la porte de la cuisine, tenant encore une assiette à dessert sale. Et pour célébrer cette étape importante, a continué mon père, nous avons une annonce surprise. Il a marqué une pause pour les faits.
Les yeux de ma mère pétillaient. La semaine prochaine, nous emmenons toute la famille à l'île Maurice. Une semaine dans un complexe de luxe, une seconde célébration, juste entre du bois. La salle a éclaté en murmures approbateurs. Quel magnifique cadeau! Vous le méritez tellement. Margot a littéralement hurlé de joie. Papa, c'est incroyable. Les enfants vont adorer. J'ai senti quelque chose s'alléger dans ma poitrine. Toute la famille. Cela signifiait moi aussi. Pour une fois, je n'allais pas cuisiner, nettoyer ou garder les enfants. J'allais enfin être incluse. Je me suis avancée, m'autorisant un petit sourire, c'est une nouvelle merveilleuse. À quelle heure est notre vol? La question est restée suspendue dans l'air. L'expression de mon père a changé. Il a jeté un regard à ma mère. Quelque chose est passé entre eux. Un regard que j'avais vu 1000 fois, mais que je n'ai compris qu'à cet instant précis. Léa, a-t-il dit lentement, tu n'as pas besoin de connaître l'heure du vol. La pièce est devenue silencieuse. Pas le silence confortable de l'anticipation, mais le silence tendu de quelque chose qui dérape. Je ne comprends pas, m'entendis-je dire. Mon père s'est raclé la gorge, parce que tu n'y vas pas. 30 Père Dieu. C'est le nombre de personnes qui ont regardé mon père me dire que je ne faisais pas partie des vacances familiales. Il faut bien que quelqu'un reste ici, a ajouté ma mère, comme si c'était la chose la plus logique au monde. Margot et Damien ont besoin de vraies vacances. Ça veut dire que tu garderas les enfants ici. Mais j'avais commencé. Léa, honnêtement, le ton de ma mère s'est durci, tu n'as rien d'important à faire. Margot travaille dur. Elle mérite une pause. Margot travaillait dur? Margot, qui n'avait pas eu d'emploi depuis la naissance de Hugo. Margot, qui avait une nounou 3 jours par semaine et se plaignait encore d'être épuisée. C'est juste une semaine, a ajouté Damien, sans même me regarder, les enfants t'adorent. Je suis restée là, dans ma simple robe noire, tenant une assiette sale alors que 30 personnes me voyaient me faire écarter de ma propre famille. Certains semblaient mal à l'aise. La plupart ont simplement détourné le regard. Une femme, dont je ne connaissais pas le nom, s'est penchée vers son mari et a chuchoté quelque chose. Il a hoché la tête. J'ai capté les mots, la pauvre. Elle doit en avoir l'habitude maintenant. La flûte de champagne dans ma main tremblait. J'ai posé l'assiette, posé le verre, parce que je ne me faisais pas confiance pour ne pas les lâcher. Bien sûr, me suis-je entendu dire, je comprends. J'ai souri, ce sourire que j'avais appris à porter après 32 ans à être celle qui aide, celle qui ne se plaint pas, celle qui est toujours juste là. Mais quelque chose en moi s'était enfin fissuré. Pas brisé, mais fissuré, comme une ligne de faille qui bouge avant un séisme. Je me suis éclipsée dans la cuisine. Je me suis appuyée contre le comptoir et j'ai fermé les yeux. Et pour la première fois de ma vie, j'ai commencé à élaborer un plan différent. La fête a continué sans moi. Évidemment. Je suis restée dans la cuisine à laver mécaniquement la vaisselle pendant que les rires et les conversations me parvenaient du salon. À un moment donné, Margot est apparue, sa robe rouge frôlant l'encadrement de la porte. « Léa, ne sois pas fâchée », a-t-elle dit en touchant mon bras, tu sais comment c'est. Damien et moi avons vraiment besoin de ce temps ensemble. C'est tellement stressant ces derniers temps avec les petits. J'ai continué à laver. Je comprends. Et puis, tu es tellement douée avec Hugo et Chloé. Ils remarqueront à peine notre absence. J'ai rincé un verre à champagne, je l'ai posé sur l'égouttoir, je n'ai rien dit. Margot a soupiré de la façon dont elle le fait toujours quand elle pense que je suis difficile. Écoute, ce n'est qu'une semaine et tu n'as pas de petit ami ou quoi que ce soit qui te retienne. Ton emploi du temps est flexible. Flexible. Encore ce mot. Comme si mon temps n'avait aucune valeur parce que je choisissais comment l'occuper. Damien a fait une liste, a-t-elle poursuivi en sortant son téléphone, leurs horaires, les allergies alimentaires. Chloé ne peut pas manger de fraises, tu te souviens? Et il y a ce problème avec l'oreille de Hugo, il aura peut-être besoin de gouttes. Je t'envoie tout par SMS. Elle ne m'a pas demandé si j'étais d'accord.
Elle l'a simplement supposé. C'est alors que Damien est apparu, desserrant sa cravate. Tout est réglé? Super. On part tôt demain pour faire les valises. Margot, ta mère veut des photos avant qu'on parte. Ils étaient déjà partis avant que je puisse répondre. Non pas que je l'aurais fait. Non pas que je l'ai jamais fait. Mais alors que je me tenais seule dans la cuisine de ma mère, fixant la liste d'instructions que Margot venait de m'envoyer, une pensée unique s'est cristallisée dans mon esprit, il ne me voit pas comme un membre de la famille. Il me voit comme du personnel, et le personnel peut démissionner. Il était presque minuit quand j'ai trouvé les emails. Les derniers invités étaient enfin partis. Mes parents s'étaient couchés, épuisés d'avoir accepté 40 ans de félicitations. J'étais seule dans le salon à plier les nappes quand j'ai réalisé que je devais envoyer un dossier à un client pour qui j'avais repoussé l'échéance à cause de cette fête. Mon ordinateur était chez moi. Celui de ma mère était sur le comptoir de la cuisine. Elle ne m'en voudra pas, me suis-je dit, elle m'avait emprunté mes affaires 1000 fois sans demander. J'ai ouvert l'ordinateur portable. Le navigateur était déjà ouvert. Et c'était là, la boîte Gmail de ma mère, toujours connectée. J'aurais dû fermer la fenêtre immédiatement. J'aurais dû m'occuper de mes affaires, mais j'ai vu mon nom dans l'objet d'une discussion récente, Organisation Maurice Situation Léa. Mon doigt a hésité sur le pavé tactile. Je savais que je ne devais pas. Je savais que ce que j'allais trouver me ferait mal. J'ai cliqué quand même. La discussion était entre ma mère et Margot, commencée une semaine avant la fête. De Françoise Dubois à Margot Morel, on garde Léa ici pour garder les petits. De toute façon, elle n'a rien d'important à faire. Damien avait raison, c'est comme avoir une aide gratuite. Elle devrait être reconnaissante qu'on lui donne quelque chose à faire. Et la réponse de Margot, totalement d'accord, maman. Elle se sentira probablement utile pour une fois. C'est un peu triste, honnêtement, mais au moins ça nous arrange bien. J'ai lu ces mots 3 fois pour être sûre de bien les comprendre. Aide gratuite. Elle devrait être reconnaissante. Un peu triste. J'ai pris des captures d'écran. Je me les suis envoyées par email. J'ai supprimé mon message des éléments envoyés et effacé l'historique du navigateur. Puis, je me suis assise dans la cuisine sombre de la maison où j'avais grandi et j'ai enfin accepté de comprendre exactement ce que j'étais pour eux. Je suis rentrée chez moi à 1h du matin à travers les rues désertes. Mon appartement était petit, un studio dans un immeuble qui n'avait pas été rénové depuis les années 90. Moquette beige, murs blancs, meubles achetés d'occasion. Ma mère l'avait qualifié de « déprimant » la seule fois où elle était venue, mais c'était chez moi, le seul espace où je pouvais respirer. Je suis restée assise dans l'obscurité pendant un long moment, fixant mon téléphone. L'email de Marc Collin brillait sur l'écran, celui auquel j'avais répondu mais sans donner suite. Nous avions échangé quelques messages sur une potentielle rencontre. Il voulait voir mon portfolio complet en personne. Il était enthousiasmé par la série. Je pouvais y aller. Je pouvais réellement y aller. J'ai pris mon téléphone et j'ai appelé la seule personne qui comprendrait. Tante Rose a répondu à la 2e sonnerie, même s'il était plus de minuit. Léa, qu'est-ce qui ne va pas? Je lui ai tout raconté. L'annonce, l'humiliation, les emails. Ma voix s'est brisée une seule fois quand j'ai lu à haute voix les mots « aide gratuite ». Quand j'ai fini, il y a eu un silence au bout du fil. Puis tante Rose a dit quelque chose que je n'oublierai jamais. « Léa, j'ai une chambre d'amis au-dessus du café. J'ai besoin d'aide pour le service du matin de toute façon. Et cette galerie? Elle est à 20 minutes de chez moi. Tante Rose, je ne peux pas simplement. Si, tu peux. Tu peux partir. Tu peux te choisir pour une fois. La seule personne qui t'en empêche, c'est toi. » J'ai raccroché à 2h du matin. À 6h, j'avais commencé mes valises. 3 valises, mon matériel photo, mon ordinateur, l'écharpe en soie qui protégeait mon Canon. J'ai laissé derrière moi le tablier de la « meilleure tata du monde ». Pour la première fois en 32 ans, je me choisissais moi.
2 jours avant le voyage de ma famille pour l'île Maurice, je suis allée chez mes parents une dernière fois. Ma mère était dans le salon en train de coordonner les tenues pour les vacances. Margot était assise sur le canapé, faisant défiler les avis sur l'hôtel. Damien était quelque part à l'étage, probablement en train de passer un appel professionnel. Mon père lisait le journal dans son fauteuil, comme toujours, présent physiquement mais absent mentalement. J'ai quelque chose à vous dire, ai-je lancé depuis l'entrée. Ma mère a à peine levé les yeux, si c'est pour l'emploi du temps des enfants, Margot te l'a déjà envoyé. Ce n'est pas pour ça. J'ai raffermi ma voix, je ne garderai pas les enfants. Je ne serai pas disponible. Cela a capté leur attention. La tête de Margot s'est relevée d'un coup. Les mains de ma mère se sont figées sur une pile de robes d'été. Qu'est-ce que tu veux dire par « pas disponible » a demandé ma mère. J'ai une opportunité professionnelle dans le sud de la France, à Collioure. Je pars demain. Collioure ? Mon père a abaissé son journal. Quel genre d'opportunité professionnelle ? C'est professionnel. Quelque chose sur lequel je travaille depuis longtemps. Je ne leur devais pas de détails. Je ne leur devais plus rien. Le visage de Margot s'est tordu. Léa, tu ne peux pas être sérieuse. Je compte sur toi. Nous avons tout organisé en fonction de ça. Vous avez organisé en fonction de moi sans me demander mon avis, ai-je dit calmement. Je ne vais pas annuler ma vie parce que vous avez supposé que je n'en avais pas. Le silence était assourdissant. Puis ma mère s'est levée, sa voix aussi froide qu'un mois de janvier, c'est d'un égoïsme incroyable, Léa. Margot a besoin de ton aide. La famille passe avant tout. La famille passe avant tout, ai-je répété, sauf quand il s'agit de m'inviter à Maurice. Sa bouche s'est ouverte, puis refermée. Pour une fois, Françoise Dubois n'avait rien à dire. Mon père s'est raclé la gorge, si tu pars, ne t'attends pas à ce qu'on t'accueille à nouveau à bras ouverts. Je comprends, ai-je répondu. Et pour la première fois, je le pensais vraiment. Les 24 heures suivantes ont été un chef-d'œuvre de manipulation émotionnelle. Ma mère a appelé 6 fois. Chaque message vocal était plus dramatique que le précédent. Tu détruis cette famille, Léa. J'espère que tu pourras vivre avec ça. Ton père est dévasté. Il a à peine dîné. Margot a pleuré toute la soirée. Les enfants demandent sans cesse où est passée tata Léa. Margot a adopté une approche différente, la vulnérabilité armée. Léa, je ne comprends pas pourquoi tu me fais ça. Je suis ta sœur. Est-ce que tu te soucies de nous au moins ? Et puis le SMS qui a failli me briser, tu vas finir seule, tu sais, tout comme tante Rose. Est-ce vraiment ce que tu veux ? J'ai fixé ce message pendant un long moment. Tout comme tante Rose. Il voulait que ce soit une insulte. Il voulait me faire peur. Mais tante Rose avait son propre commerce, son propre art, sa propre vie construite selon ses propres termes. Tante Rose était heureuse. Peut-être que finir comme tante Rose n'était pas une menace. Peut-être que c'était une promesse. J'ai éteint mon téléphone. La dernière chose que j'ai faite avant de quitter la région parisienne a été de parcourir mon appartement vide. 3 valises près de la porte. Tout le reste resterait derrière moi. Le canapé d'occasion, la moquette beige, la vie que j'avais vécue pour les autres. J'ai scotché mon double de clés sur une enveloppe et je l'ai glissé sous la porte de mon propriétaire. Bail résilié, tout est en règle. J'ai chargé ma voiture au lever du soleil. Ma Renault Clio, vieille de 10 ans et fiable comme jamais, la même voiture dont ma mère avait eu honte pendant des années. Elle allait me transporter vers une nouvelle vie. Je n'ai pas regardé en arrière quand j'ai quitté le trottoir. La route de Paris à Collioure prend environ 8 heures si on ne s'arrête pas. Je n'ai pas pressé le pas. J'ai pris mon temps, m'arrêtant dans de petits cafés où personne ne connaissait mon nom. Quelque part près de Montpellier, je me suis arrêté sur une aire de repos et je suis simplement resté là à regarder le coucher du soleil peindre la garrigue de nuances dorées et roses. Je l'ai photographié. Mon premier cliché de femme libre. Le 4e jour, j'ai appelé tante Rose depuis une station-service.
Je suis à environ 2 heures de route, ai-je dit. Ta chambre est prête. Drap frais, vue sur la mer, et Marc veut te rencontrer demain après-midi si tu te sens prête. Mon estomac s'est noué, demain? C'est si rapide. Léa, sa voix était chaleureuse, certaine, tu attends ça depuis 3 ans. Ce n'est pas rapide. C'est enfin le moment. Quand je suis arrivée dans les Pyrénées-Orientales, quelque chose a changé en moi. La Méditerranée est apparue sur ma gauche, vaste, infinie et bleue. J'ai baissé ma vitre et j'ai respiré l'air marin pour la première fois de ma vie. J'ai pleuré alors, pas de tristesse, mais de soulagement, devant cette sensation envahissante de possibilités. À 19 heures, je me suis garée devant, la tasse en terre, le café et atelier de poterie de Tante Rose à Collioure. Elle m'attendait sur le pas de la porte, les bras ouverts. Bienvenue à la maison, a-t-elle dit, et pour la première fois en 32 ans, j'avais l'impression d'être vraiment chez moi. Collioure est le genre d'endroit qui ne semble pas réel au premier abord. Des maisons colorées, des galeries d'art à chaque coin de rue, la brume marine qui s'enroule autour du vieux clocher. Toute la ville ressemblait à un tableau dont quelqu'un aurait rêvé. Le café de Tante Rose se trouvait dans une rue calme à 2 pas de la plage. Une enseigne peinte à la main, des volets bleus, des jardinières débordant de lavande. L'atelier de poterie occupait la moitié arrière du bâtiment où elle donnait des cours et vendait ses œuvres aux touristes venus pour un café. Ma chambre était à l'étage, petite mais lumineuse, un lit avec un édredon blanc, un bureau près de la fenêtre et une vue sur le clocher et la mer qui me serrait le cœur. Tu feras le service du matin, m'a expliqué Tante Rose au dîner. De 6 heures à midi. Après ça, ton temps est à toi. Je ne sais pas comment te remercier pour ça. Elle a balayé l'air d'un revers de main, ne me remercie pas. Construis quelque chose. C'est un paiement suffisant. Le lendemain matin, je me suis réveillée avant l'aube. J'ai noué un tablier, pas celui de la meilleure tata, mais un simple tablier en toile avec la tasse en terre, brodé en fil bleu, et j'ai appris à préparer un café filtre parfait. Les clients allaient et venaient, des locaux qui connaissaient Rose par son prénom, des touristes charmés par les scones maison. J'ai pris les commandes, essuyé les tables, discuté avec des inconnus qui n'avaient aucune idée que j'avais fui toute ma vie il y a 5 jours. À midi, j'avais gagné 37 € de pourboire. J'avais plus souri en une matinée qu'en plusieurs mois. Et à 14 heures, j'avais rendez-vous à la galerie Lumière Marine. Marc Collin ne ressemblait en rien à ce que j'imaginais. J'avais imaginé quelqu'un d'intimidant, les cheveux gominés, un costume de créateur, le genre de galeriste qui fait que les artistes se sentent tout petits. Au lieu de cela, l'homme qui m'a accueilli était grand, le visage buriné par le soleil, avec des cheveux argentés et des yeux bienveillants. Il portait une chemise en lin aux manches retroussées et souriait comme si nous étions déjà amis. Léa Dubois, a-t-il dit en me serrant la main, Rose m'a beaucoup parlé de vous, mais le travail. Le travail parle de lui-même. Il m'a guidée à travers la galerie. Murs blancs, lumière naturelle, photographies et peintures exposées avec une précision minutieuse. C'était un lieu sérieux, un lieu où l'art comptait. J'ai parcouru votre Instagram en profondeur, a continué Marc. La série Les femmes invisibles est extraordinaire. Il y a une vérité dans ces images que la plupart des photographes mettent des décennies à essayer de capturer. Je ne savais pas quoi dire. Je n'avais jamais entendu personne décrire mon travail de cette façon. Celle-ci, il s'est arrêté devant un grand écran affichant mon portfolio. À l'écran se trouvait une photo que j'avais prise 2 ans plus tôt, une femme âgée attendant seule à un arrêt de bus, son visage comme une carte de rides et de dignité silencieuse. C'est celle-ci qui m'a poussé à vous contacter. Il y a quelque chose dans ses yeux. De la patience, peut-être, ou de la résignation. C'est bouleversant. Elle attendait un bus qui était en retard, ai-je dit doucement. Elle était là depuis 40 minutes. Personne ne s'est arrêté pour lui proposer de l'aide. Marc a hoché la tête lentement, vous voyez les gens, Léa. Vraiment. Vous les voyez. C'est un don. Il s'est tourné vers moi et ses paroles suivantes ont résonné comme une clé tournant dans une serrure, j'aimerais vous proposer une exposition solo. 15 pièces, vernissage dans 6 semaines.
Nous couvrirons les frais d'impression, d'encadrement et de marketing. Vous gardez 60% de toutes les ventes. J'ai signé le contrat un mardi après-midi, assise au bureau de Marc avec la lumière du soleil filtrant à travers les fenêtres de la galerie. Le document était simple, 15 photographies, soirée de vernissage prévue fin août. La galerie Lumière Marine s'occuperait des coûts de production. Je recevrai ma part sur chaque vente. Des conditions standards, m'a assuré Marc. Des conditions équitables. Mais en lisant les pages, mes mains ont commencé à trembler. Prenez votre temps, a dit Marc doucement. C'est une étape importante. Ce n'étaient pas les termes commerciaux qui me submergeaient. C'était de voir mon nom imprimé en caractères officiels, artiste, Léa Dubois. Un document juridique reconnaissant que mon travail avait de la valeur, que j'avais de la valeur. J'ai repensé à toutes les fois où j'avais fait les impôts de ma famille sans reconnaissance, à toutes les fêtes que j'avais organisées sans merci, à toutes les heures passées à m'occuper d'enfants qui grandiraient sans jamais savoir tout ce que je leur avais donné. Pas une seule fois mon nom n'était apparu sur quoi que ce soit qui célébrait ma contribution, jusqu'à maintenant. Le titre de l'exposition, a dit Marc en montrant une ligne en bas de page, j'aimerais votre accord. Nous proposons, les femmes invisibles, portrait des oubliés. Les femmes invisibles. C'est parfait, ai-je chuchoté. J'ai signé mon nom sur la ligne. Marc a contresigné comme témoin. Quand ce fut terminé, Marc m'a remis ma copie, félicitations, Léa. Vous êtes officiellement une artiste représentée. Je suis sortie de la galerie en serrant le contrat contre ma poitrine. La preuve physique que je n'étais pas rien. Pendant 3 ans, j'avais construit quelque chose dans l'ombre. Maintenant, enfin, cela allait passer à la lumière. Pendant que je construisais ma nouvelle vie à Collioure, ma famille découvrait ce que mon absence signifiait réellement. Je n'ai pas été témoin de ces événements, bien sûr, mais j'en ai entendu parler plus tard par des messages vocaux, des SMS et un appel très maladroit de mon père. Apparemment, l'île Maurice a été un désastre. Sans moi pour garder les enfants, Margot et Damien n'ont pas pu profiter d'un seul dîner en amoureux. Hugo a fait une crise de colère sur la plage parce que personne n'avait pensé à emballer son seau spécial pour les châteaux de sable, une chose à laquelle je pensais toujours. Chloé a développé une otite au 3e jour et personne n'arrivait à trouver le numéro du pédiatre parce que c'était toujours moi qui gardais les informations médicales. Ma mère a passé la majeure partie du voyage à se plaindre que le personnel de l'hôtel n'était pas aussi attentif qu'elle l'espérait. Ce n'est pas relaxant du tout, aurait-elle dit, qui a organisé ce voyage ? Mon père a eu la sagesse de ne pas lui rappeler qu'elle l'avait organisé elle-même. Les SMS ont commencé à arriver au 4e jour. Léa, où sont les carnets de santé des petits ? Léa, quelle est la routine de coucher de Hugo ? Il ne veut pas dormir. Léa, le restaurant n'a pas de menu enfant, qu'est-ce qu'il mange ? Je n'ai pas répondu. J'étais trop occupée à imprimer des épreuves dans un labo photo à Perpignan, à choisir des cadres et à rencontrer une journaliste de « Côté Sud » qui voulait m'interviewer. Mais voici ce qu'il y a avec l'absence, elle enseigne aux gens ce qu'ils ont pris pour acquis. Au 6e jour de leurs vacances, Margot a fait quelque chose qu'elle n'avait jamais fait auparavant, elle a tapé mon nom sur Google, et pour la première fois, elle a trouvé autre chose qu'une page blanche. 6 semaines plus tard, je me tenais au centre de la galerie Lumière Marine et j'avais du mal à croire que c'était réel. 15 de mes photographies étaient accrochées au mur, chacune imprimée en grand format et encadrée de noir simple. La galerie brillait d'une lumière douce. Un quatuor à cordes jouait dans un coin une idée de Marc. Un serveur en chemise blanche versait du champagne. 50 invités circulaient dans l'espace, des artistes locaux que j'avais rencontrés via Tante Rose, des collectionneurs que Marc avait invités, la journaliste de « Côté Sud » prenant déjà des notes. Des gens qui étaient venus spécifiquement pour voir mon travail. Mon travail, sur les murs d'une galerie, avec des étiquettes de prix qui me donnaient le vertige. Je portais une robe bleu marine, simple, élégante. Mes cheveux étaient détachés pour une fois. J'avais même mis du rouge à lèvres, ce que je faisais rarement. Tante Rose est apparue à mes côtés, me tendant une coupe de champagne. « Comment te sens-tu ? » Terrifiée, ai-je avoué. Et si personne n'achète rien ? Quelqu'un l'a déjà fait.
Elle a désigné du doigt une femme portant des perles qui examinait la pièce maîtresse de mon exposition, la photo de l'arrêt de bus. Un petit point rouge était apparu sur le cartel à côté. C'est Madame Perrin. Elle possède la moitié des œuvres d'art de la région. Elle vient d'acheter cette pièce pour 3 000 €. 3 000 € pour quelque chose que j'avais créé. Léa Dubois. Marc s'est approché, rayonnant. Je veux vous présenter quelqu'un du magazine. Ils envisagent de vous mettre en couverture le mois prochain. Une couverture de magazine. Mon visage, mon nom, mon histoire, tout cela sur papier. J'étais au milieu de cette introduction quand la porte de la galerie s'est ouverte et que mon monde a basculé. Margot et Damien sont entrés, encore bronzés de Maurice. Ils semblaient totalement déplacés. Margot portait une robe d'été à fleurs plus adaptée à un brunch de plage qu'à un vernissage d'art. Damien avait son téléphone à la main, fronçant déjà les sourcils sur son écran. Ils ont balayé la pièce du regard avec cette expression que je connaissais bien, celle que ma famille porte dès qu'elle rencontre quelque chose qui dépasse son entendement. Puis Margot m'a vue, Léa. Elle s'est précipitée vers moi, les bras tendus, comme si nous nous retrouvions après une longue séparation qu'elle aurait redoutée. Oh mon Dieu, on s'est tellement inquiété pour toi. 50 invités se sont retournés pour regarder. Le quatuor s'est interrompu une fraction de seconde avant de reprendre. Margot, j'ai gardé ma voix calme, c'est inattendu. Nous devions venir. Ses yeux étaient grands ouverts, fervents, nous avons atterri hier. Maman a trouvé ton Instagram. Elle a appelé tout le monde pour essayer de te localiser. Damien est apparu derrière elle, me saluant d'un signe de tête comme si nous étions des partenaires d'affaires. Léa, joli endroit. C'est une galerie, ai-je dit, mon vernissage, pour être précise. Margot a cligné des yeux, remarquant enfin les photos sur les murs, les invités, le champagne, les prix. Tu as fait tout ça? Sa voix était sincèrement confuse. Depuis quand tu fais ça? Depuis 3 ans. Tu ne m'as jamais demandé ce que je faisais de mon temps libre. Tante Rose s'est matérialisée à mes côtés, rempart silencieux. De l'autre côté de la pièce, Marc observait attentivement, prêt à intervenir. Margot s'est penchée plus près, baissant la voix. Léa, j'ai une nouvelle. Je suis encore enceinte. Le 3e. Et j'ai vraiment besoin que tu rentres. Le travail de Damien est dingue en ce moment. Maman n'est d'aucune aide avec les petits. J'ai besoin de toi. C'était là. Pas d'excuses, pas de félicitations pour l'exposition. Juste le besoin. Toujours leur besoin. Les mots sont restés suspendus. J'ai besoin de toi. Combien de fois avais-je entendu cette phrase? Combien de fois avais-je tout lâché, réorganisé ma vie, m'étant faite assez petite pour tenir dans l'espace qu'il m'avait réservé? Margot, ai-je dit doucement, je suis au milieu de mon vernissage. Je sais, et c'est charmant, vraiment, elle a balayé mon travail d'un geste de la main comme si c'était un petit passe-temps mignon, mais on pourra en parler plus tard. Pour l'instant, je dois savoir quand tu reviens. Elle ne revient pas, la voix de tante Rose a tranché comme une lame. Elle vit ici maintenant. Damien s'est avancé, l'irritation pointant sur son visage, avec tout le respect que je vous dois, Rose, c'est une affaire de famille. Une affaire de famille? Tante Rose a ri d'un rire bref et sec. Vous voulez parler de la famille qui l'a désinvitée des vacances et l'a traitée d'aide gratuite dans des emails qu'elle n'était pas censée voir? Margot a pâli. Autour de nous, les invités ne faisaient plus semblant de ne pas écouter. La journaliste de « Côté Sud », j'ai remarqué que son stylo courait sur son carnet. Ce n'est pas. On ne pensait pas ça comme ça, a bégayé Margot. Comment exactement le pensiez-vous alors? Est intervenue Madame Perrin, la collectionneuse qui venait d'acheter ma photo. Elle se tenait près de nous, coupe à la main. Je suis désolé, a dit Damien d'un ton sec, mais qui êtes-vous? Quelqu'un qui vient de payer 3 000 € pour l'œuvre de cette jeune femme, Madame Perrin a désigné ma photo de l'arrêt de bus. Et quelqu'un qui est très curieux de savoir pourquoi sa famille pense qu'elle devrait abandonner sa carrière pour faire la baby-sitter. La température dans la pièce a chuté de 10 degrés.
Margot m'a regardé, le désespoir dans les yeux. Léa, s'il te plaît, parlons en privé. Je n'ai pas reculé. Pendant 32 ans, je m'étais faite petite. J'avais chuchoté, accommodé, disparu. Pas ce soir. Je me suis avancée au centre de ma propre exposition et j'ai parlé assez clairement pour que tout le monde entende. Margot, je comprends que tu sois enceinte. Félicitations, sincèrement. Mais je ne reviendrai pas à Versailles pour être ta nounou. Léa, je n'ai pas fini. Ma voix n'a pas tremblé, tu peux embaucher une nounou. Tu peux en embaucher 2. Damien gagne assez bien sa vie, et tu n'as jamais eu de mal à dépenser de l'argent avant. Ce que tu ne peux pas faire, c'est m'embaucher, moi, parce que je n'ai jamais été payée. Margot a ouvert la bouche, puis l'a refermée. Ce n'est pas un passe-temps, ai-je continué en désignant les murs. C'est mon travail. J'ai construit ça pendant 3 ans pendant que tout le monde dans notre famille supposait que je n'avais rien d'important à faire. Et juste pour que ce soit clair, j'ai pointé la photo achetée par Madame Perrin, cette pièce vient de se vendre 3 000 €. Ce soir, j'ai vendu 4 pièces pour un total de 8 000 €. Mon travail a de la valeur. J'ai de la valeur. Et je ne vais pas gâcher cela pour redevenir une aide gratuite. Silence. Silence absolu. Damien a toussé, mal à l'aise. Les yeux de Margot se remplissaient de larmes des vrais cette fois, ai-je pensé. Puis Marc a commencé à applaudir. Tante Rose l'a rejoint. Madame Perrin a levé son verre dans un toast silencieux. Un par un, les autres invités ont suivi. Des applaudissements ont parcouru la galerie. Pas pour mes photos, mais pour moi. Pour le moment où je me suis enfin levée pour dire « assez ». Je n'ai pas souri triomphalement. J'ai simplement regardé ma sœur et dit « j'espère que ta grossesse se passera bien ». Vraiment. Puis je me suis détournée. La porte de la galerie s'est rouverte 20 minutes plus tard. J'étais en pleine conversation avec la journaliste quand je les ai vus, mes parents, debout à l'entrée. Ma mère portait son trench coat Burberry, celui qu'elle réserve aux grandes occasions. Mon père se tenait derrière elle, l'air mal à l'aise. Leurs yeux m'ont trouvé. Françoise Dubois a traversé ma galerie comme si elle lui appartenait. « Léa, nous devons parler. » La journaliste a haussé un sourcil. Je me suis excusée pour intercepter mes parents avant qu'ils ne fassent une scène plus grande. « Vous avez fait tout ce chemin ?» ai-je dit d'un ton neutre. « Bien sûr que oui. Tu as disparu. Tu as abandonné ta famille quand nous avions le plus besoin de toi. » La voix de ma mère tremblait d'une indignation vertueuse. « Et maintenant, je te trouve ici à jouer à l'artiste pendant que ta sœur est enceinte et en difficulté. » Margot est enceinte et riche, ai-je corrigé. Elle n'est pas en difficulté. Elle est contrariée. Ne sois pas cruelle, Léa. Ce n'est pas toi. Tu as raison. Ce n'est pas la Léa que tu voulais. Celle sur qui tu pouvais compter pour faire tout ce que tu demandais. Mais cette Léa-là n'était jamais vue, maman. Elle était juste utilisée. Mon père s'est raclé la gorge. « Léa, ta mère essaie de dire. » Je sais ce qu'elle essaie de dire, papa. Je l'ai entendu toute ma vie. La famille avant tout. Fais des sacrifices. Ne sois pas égoïste. J'ai croisé son regard, mais je ne faisais pas partie du voyage à Maurice, tu te souviens? Alors, c'est quoi? Je suis de la famille où je n'en suis pas? Aucun d'eux n'avait de réponse. Ma mère s'est reprise en premier, Maurice n'était qu'un voyage. Tu exagères tout. Il fallait bien que quelqu'un reste avec les enfants. Quelqu'un, ai-je répété. Pourquoi moi? Pourquoi toujours moi? Parce que tu as le temps. Tu n'as pas de mari, pas d'enfant à toi. Qu'est-ce que tu aurais pu faire d'autre? Je m'étais demandé si j'utiliserais un jour ces captures d'écran. Une partie de moi espérait ne jamais avoir à le faire. Mais là, entouré de mon travail et de mes témoins, j'ai réalisé que certaines vérités doivent être dites à voix haute. J'ai sorti mon téléphone. Laissez-moi vous lire quelque chose, ai-je dit d'une voix stable. C'est un email que tu as envoyé à Margot avant la fête d'anniversaire.
Le visage de ma mère a blanchi. Gardons Léa ici pour s'occuper des petits. Elle n'a rien d'important à faire de toute façon. C'est comme avoir une aide gratuite. Elle devrait être reconnaissante qu'on lui donne quelque chose à faire. La galerie était redevenue silencieuse. Et Margot a répondu, ai-je continué, elle se sentira probablement utile pour une fois. C'est un peu triste. Margot, debout à quelques mètres, semblait vouloir que le sol l'engloutisse. Léa, a commencé mon père, où as-tu? Peu importe où je l'ai trouvé. Ce qui compte, c'est que vous l'ayez écrit. J'ai abaissé mon téléphone, je ne lis pas ça pour vous embarrasser. Je le lis pour que vous compreniez pourquoi je suis partie. Vous ne me voyez pas comme un membre de la famille. Vous me voyez comme du personnel. Et le personnel a le droit de démissionner. Ma mère est restée muette. La journaliste écrivait toujours. C'est Damien qui a craqué le premier, c'est ridicule. A-t-il lancé en s'avançant. Léa, tu fais une scène pour rien. Ta famille t'a demandé de garder les enfants, et alors? C'est ce que font les familles. Tout le monde n'a pas la chance de s'enfuir et de faire semblant d'être artiste. Faire semblant? La voix de Madame Perrin a transpercé la pièce comme de la glace. Je viens de dépenser 3000 € pour son travail. Je ne paie pas ce genre de somme pour des faux semblants. Damien s'est tourné vers elle, son assurance d'avocat s'effritant, avec tout le respect que je vous dois, madame, vous ne connaissez pas cette famille. C'est entre nous. En fait, je sais exactement ce que j'ai besoin de savoir. Madame Perrin a posé sa coupe. Je sais que cette jeune femme a passé des années à photographier les gens que la société ignore, et je sais que sa propre famille l'a traitée exactement de la même manière. Un murmure a parcouru la galerie. Les invités fixaient ouvertement mes parents. Le genre d'attention que ma mère avait toujours recherché, mais pas de cette façon. Jamais comme ça. Ma mère a tenté de sauver la situation, c'est un malentendu. Des plaisanteries familiales sorties de leur contexte. Une plaisanterie? Une autre voix s'est élevée, une femme d'une 60aine d'années. Dire à sa fille qu'elle n'a rien d'important à faire? L'appeler aide gratuite? Qu'est-ce qu'il y a de drôle là-dedans? Le capital social que ma mère avait mis des décennies à accumuler s'évaporait en temps réel. Je pense, a dit tante Rose doucement, qu'il est temps pour vous de partir. Ma mère est devenue cramoisie. Mon père l'a prise par le bras. Margot pleurait maintenant, de vraies larmes d'humiliation. Damien est resté figé, comprenant enfin que ses tactiques de prétoire ne valaient rien ici. Léa, a dit ma mère, la voix tremblante, tu le regretteras. Non, ai-je répondu calmement, je ne crois pas. Ma mère est partie la première. Elle a tourné les talons sans un mot, entraînant mon père derrière elle. La porte de la galerie s'est refermée avec un petit déclic qui a pourtant résonné plus fort qu'un claquement. Margot s'est attardée, le mascara coulant, les bras croisés comme une enfant prise en faute. Léa, sa voix était brisée, je ne savais pas que tu ressentais ça. Je pensais que tu aimais aider. Non, tu ne le pensais pas, ai-je dit sans méchanceté. Tu n'y as juste pas pensé du tout. Aucun de vous ne l'a fait. Damien a posé une main sur l'épaule de Margot. Pour une fois, il n'a rien dit. J'espère que ta grossesse se passera bien, ai-je ajouté. J'espère que vos enfants seront heureux. Mais je ne serai plus leur nounou à demeure. Si vous voulez faire partie de ma vie, il faudra que ce soit différent. Il faudra que nous soyons égaux. Margot a hoché la tête, les larmes coulant toujours, je comprends. Je n'étais pas sûre qu'elle comprenne vraiment, mais ce n'était plus mon rôle de le lui expliquer. Ils sont partis par la même porte que nos parents. La galerie a laissé échapper un soupir collectif. Tante Rose est apparue à mes côtés, passant un bras autour de mes épaules. Ça va? Je crois que oui. J'ai eu un rire nerveux, je viens de dire leurs 4 vérités à toute ma famille en public, lors de mon propre vernissage. Tu l'as fait, et tu as été magnifique. Marc s'est approché, me tendant une nouvelle coupe de champagne. Pour ce que ça vaut, je fais ce métier depuis 20 ans. Je n'ai jamais vu un vernissage comme celui-ci. C'est une bonne ou une mauvaise chose?
Il a souri, disons simplement que tout le monde ici va se souvenir de votre nom. Et c'est exactement ce dont un artiste a besoin. J'ai regardé mes photos, ma galerie, ma nouvelle vie. Pour une fois, je ne me sentais plus invisible. À la fermeture de la galerie ce soir-là, j'avais vendu 8 des 15 photographies. 8 pièces pour un total de 14 000 € de vente. 8 400 € me reviendraient, soit 60%, comme promis par le contrat. Marc m'a remis le relevé des transactions de la soirée. Pas mal pour un vernissage, surtout avec ce drame familial imprévu. J'ai fixé les chiffres, 8 400 €. Plus que ce que je gagnais en 3 mois de comptabilité à temps partiel. Madame Perrin veut vous commander une œuvre, a continué Marc. Elle a une maison de vacances à Saint-Tropez et veut que vous photographiez le littoral. Une commande. Il m'a tendu une carte de visite, appelé son assistant la semaine prochaine. J'ai rangé la carte soigneusement dans ma pochette, à côté de mon exemplaire du contrat et de l'article de magazine. Suzanne a dit qu'elle avait assez de matière pour un portrait complet. Ils envisagent vraiment la couverture pour le mois prochain. Tante Rose m'a aidé à remonter les photos invendues dans ma chambre ce soir-là. J'ai posé le chèque sur mon bureau, le premier chèque jamais reçu pour mon art, et je l'ai pris en photo, pas pour le publier, juste pour m'en souvenir. Payable à Léa Dubois, 8 400 €. La preuve physique que je n'étais pas rien. 2 mois plus tard, ma nouvelle vie avait trouvé son rythme. Je me levais à 5 heures, je regardais le soleil se lever sur la Méditerranée depuis ma fenêtre et j'ouvrais, la tasse en terre, à 6 heures. Service du matin jusqu'à midi, versant le café, discutant avec les habitués, apprenant les noms des locaux qui me reconnaissaient maintenant comme la nièce de Rose, la photographe. Mes après-midi appartenaient à mon travail. J'avais loué un petit studio à 3 rue du Café, juste assez grand pour mon matériel d'édition et ma station d'impression. L'exposition à la galerie était terminée, mais Marc en avait déjà programmé une autre pour le printemps. Cette fois, une série appelée « Limite ». Des photographies de bordure, de seuil, d'espace entre l'appartenance et la solitude. L'article est paru en octobre. Mon visage en couverture de « Côté Sud », à côté du titre « L'artiste qui a appris à se voir ». L'article racontait mon histoire, avec les noms changés, bien sûr. Mais la vérité était là. L'invisibilité, le point de rupture, le choix. Des gens m'ont contacté. Des femmes qui avaient été, l'aide, de la famille, celles sur qui on compte, celles que tout le monde oublie de remercier. Leurs messages remplissaient ma boîte mail, je pensais être la seule. Vous m'avez donné la permission de partir. Merci de m'avoir montré que c'est possible. Ma famille m'a recontacté aussi, un jour. Margot m'a envoyé un SMS après la naissance du bébé, une petite fille nommée Charlotte. Elle a envoyé une photo. J'ai envoyé mes félicitations et un bon d'achat. Rien de plus. Ma mère a appelé une fois. Je n'ai pas répondu. Elle a laissé un message vocal me demandant si j'en avais fini avec ma crise. J'ai supprimé le message. Mais mon père m'a surprise. Son email est arrivé un mardi soir, 3 phrases seulement. Léa, j'ai vu le magazine. Je suis fière de toi. Celui-là, je l'ai gardé. Aujourd'hui, je suis assise dans mon studio, regardant la mer. L'appareil Canon acheté dans ce dépôt-vente est toujours sur mon étagère, vieux, marqué, mais fonctionnant toujours. À côté se trouve un nouveau modèle, acheté avec l'argent de mon art. Les 2 appareils comptent. L'un m'a rappelé de voir, l'autre prouve que le monde me voit en retour. Je ne suis pas riche, je ne suis pas célèbre, mais je suis vue. Et c'est suffisant. Quant à ma famille, nous existons maintenant dans une nouvelle configuration. Des cartes de Noël, des SMS d'anniversaire, des nouvelles occasionnelles des enfants. Poli, distant, plus sain qu'avant. Je n'ai pas remis les pieds à Versailles. Peut-être qu'un jour je le ferai, mais seulement en tant que visiteuse, jamais en tant qu'employée gratuite. L'autre jour, en triant de vieilles photos, j'en ai trouvé une prise il y a des années. Un autoportrait pris dans le miroir de mon ancien appartement quand j'étais encore invisible.
La femme sur cette photo avait l'air fatiguée, vaincue, comme si elle attendait la permission d'exister. Je l'ai supprimée. Cette femme-là n'existe plus. À sa place se trouve quelqu'un qui occupe de l'espace, qui crée de belles choses, qui dit non quand elle pense non et oui seulement quand elle le choisit. Quelqu'un qui s'est enfin laissé voir. C'est ça, la vraie histoire. Pas une vengeance, pas un triomphe éclatant, juste la liberté. D'un point de vue psychologique, mon histoire illustre ce qu'on appelle la parentification, quand un enfant, souvent l'aîné, assume des responsabilités d'adulte sans reconnaissance ni réciprocité. J'occupais aussi le rôle du bouc émissaire, le membre de la famille dont les besoins sont systématiquement sacrifiés, tandis que l'enfant prodige, Margot, reçoit toute l'attention. S'il y a une chose que je veux que vous reteniez, c'est que fixer des limites n'est pas une trahison. Ce n'est pas un abandon. C'est reconnaître qu'on ne peut pas donner à partir d'une coupe vide et que les gens qui vous aiment vraiment ne vous demanderont jamais de vous vider ainsi. Si vous êtes dans ma situation, souvenez-vous que votre valeur ne se mesure pas à votre utilité pour les autres. Elle est intrinsèque. Elle a toujours été là. Et parfois, la chose la plus courageuse à faire n'est pas de se battre, mais de s'en aller pour construire quelque chose à soi. Laissez votre vie parler plus fort que n'importe quelle dispute. Vous le méritez. Nous le méritons tous. L'histoire de Léa Dubois n'est pas seulement une réussite professionnelle, c'est la rupture des chaînes invisibles de la responsabilité familiale. Elle a passé des années à être une aide gratuite juste pour avoir l'impression d'appartenir au groupe. Mais la dure vérité est celle-ci, si vous sacrifiez tout sans fixer de limites, les gens ne vous estimeront pas, ils vous utiliseront. Son succès prouve que lorsqu'on arrête de vouloir plaire à ceux qui ne voient pas notre valeur, on trouve enfin l'espace nécessaire pour s'épanouir. Parfois, défier les attentes toxiques de sa famille est la chose la plus honnête qu'on puisse faire pour soi-même.